Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille dans le podcast Romain Collignon. Romain Collignon, c'est quelqu'un qui a monté un business autour d'une communauté. Et le mot communauté, ça fait partie de ces termes qui sont la pire classe de jargon marketing. On va avoir des termes comme engagement, visibilité, social selling qui veulent pas dire grand-chose, qui sont juste utilisés pour emballer une tactique marketing avec un espèce de drapeau éthique qui n'a pas vraiment de sens. Et ce que je trouve vraiment intéressant chez Romain Collignon, c'est que lui, il a monté un business sur la communauté et que c'est vrai. C'est une vraie stratégie qui est viable et qui peut s'appliquer dans différents domaines. Et donc aujourd'hui, je l'ai invité tout simplement pour parler avec lui, pour comprendre comment il a fait pour monter ce business-là. Donc Romain Collignon, il vend un produit qui est assez habituel puisqu'il vend des connaissances en marketing. C'est sa stratégie qui est intéressante et qui est inhabituelle. Parce qu'un business de produits d'information a vraiment deux composants qui sont importants. Numéro un, il y a la source de trafic. Et la source de trafic de Romain Collignon, c'est une communauté. Et numéro deux, il y a le produit en lui-même, la manière dont on va délivrer la connaissance. Et lui, son produit est délivré également via un système de communauté. Et donc, il a vraiment réussi à utiliser la partie communauté dans l'ensemble de son business et donc d'apporter une valeur totalement nouvelle, totalement différente dans un domaine qui est extrêmement concurrentiel. Peut-être un des domaines les plus concurrentiels aujourd'hui sur la vente de produits d'information, c'est la vente de produits d'information sur le marketing. Donc, dans cet épisode, je discute avec Romain de son business model, des stratégies pour créer une communauté dynamique et comment vous pouvez faire la même chose dans votre propre marché. Avant de se lancer dans le gros de l'épisode, j'ai une annonce importante à vous faire. Vous allez beaucoup m'entendre parler tout au long de l'épisode de Marketing Mania Insiders, qui est ma propre communauté. C'est un forum privé que j'ai créé qui rassemble des entrepreneurs du web qui vont discuter chaque jour et s'entraider pour accomplir leurs objectifs. À chaque fois que je mentionne le forum, je reçois toujours des questions sur comment le rejoindre. Et la réponse, c'est que Marketing Mania Insiders n'est ouvert actuellement qu'à mes clients. Et donc à ce sujet, j'ai mon annonce du jour qui arrive, c'est que lundi prochain, je vais rouvrir les portes du système. Le système, c'est mon programme sur 12 mois pour monter votre business en ligne. Ça inclut absolument toutes mes formations, allant de la construction d'audience, de la création de contenu, comment trouver une idée, comment créer des bonnes pages de vente, comment créer et lancer votre premier produit, et même ma formation sur la productivité pour entrepreneurs qui s'appelle la méthode des 90 jours. En plus de ces formations, quand vous rejoignez le système, vous avez aussi un vrai accompagnement individuel pendant 12 mois. Vous pouvez me poser toutes vos questions et je vous répondrai directement et en détail. Et troisièmement, et pour revenir au sujet du jour, vous allez pouvoir rejoindre la communauté Marketing Mania Insiders. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une seule chose à faire, c'est vous mettre sur la liste d'attente pour être prévenu dès lundi quand le système ouvre et pour recevoir toutes les infos. Donc, il suffit de le faire maintenant pour ne pas oublier, ça va vous prendre moins d'une minute. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode ou tapez marketingmania.fr/système. Donc, c'est système sans accent, mais avec un E à la fin. Donc SYSTEME. C'est marketingmania.fr/système et vous serez redirigé sur une page où vous allez pouvoir entrer votre email pour être sur la liste d'attente. Il n'y a bien sûr aucun engagement quand vous vous mettez sur la liste d'attente. Je vous enverrai des emails pour vous annoncer l'ouverture du programme. Je vous enverrai toutes les informations dès lundi matin. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez très facilement vous désinscrire en un clic. Et bien sûr, rien ne vous oblige plus tard à rejoindre le programme. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur ce programme de 12 mois d'accompagnement avec toutes mes formations, avec ma communauté qui s'appelle Le Système, il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr/système. Je vous envoie toutes les infos dès lundi matin et vous décidez si ça vous intéresse ou non. Sur ce, passons à ma conversation avec Romain Collignon. Salut Romain et bienvenue sur le podcast. Salut Stan. Romain, tu étais déjà passé dans l'émission il y a environ 2 ans. On avait parlé à l'époque pas mal de ton business, notamment de ton premier business, donc on ne va pas trop revenir sur toutes ces questions-là. Ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui, c'est quoi ta grande philosophie de business? Sur quoi est-ce que tu te concentres? C'est quoi ton avantage par rapport à tous les autres gens qui parlent de marketing? Je vais t'en donner deux. Le premier, c'est de gérer mon business basé sur les communautés. On est dans des business en ligne, mais je crois qu'il y a bien un des critères qui ne change pas, c'est l'humain. Et même si on fait des choses en ligne, j'essaie vraiment de remettre l'humain dans tout ce que je fais et en rassemblant les gens via les communautés. Et peut-être la deuxième chose qui va me différencier par rapport à tout ce qui peut se faire en marketing, c'est que, encore une fois, on est sur Internet, mais moi, je fais beaucoup de présentiel.
en accompagnant mes clients. Tu vois, aujourd'hui, beaucoup de formations sont disponibles sur Internet. On peut vraiment se former. Après, je crois que la vraie valeur ajoutée que l'on peut trouver dans un formateur ou dans un coach, c'est l'accompagnement et le suivi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes clients quand je les aide dans leur marketing Internet. C'est un truc auquel je réfléchis beaucoup aussi, notamment depuis cette année avec le lancement du forum que j'ai lancé pour mes clients qui s'appelle Marketing Mania Insiders. Mhm. Et dessus, on a beaucoup investi notamment dans la mise en place de mastermind pour les gens, etc. C'est l'idée que, au final, je pense que le principal obstacle aujourd'hui de la formation en ligne, c'est que les gens ont du mal à aller au bout, surtout sur des formations du type business en ligne, qui sont quand même des formations qui sont complexes. Et si tu veux vraiment avoir des résultats, il faut les implémenter pendant des mois et des mois. Et l'être humain est peut-être pas fait pour travailler tout seul dans sa chambre pendant 6 mois sur un truc sans pouvoir en parler à personne. Et en général, enfin moi en tout cas quand j'ai commencé, les gens que j'avais autour de moi, quand je leur parlais de ça, ils pensaient que j'étais débile, tu vois, que je racontais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tu fais gagner de l'argent avec un site internet, c'était improbable. Et, et du coup, ouais, cette idée d'accompagnement, de communauté et la manière dont toi tu le développes, notamment le présentiel, ça m'a toujours beaucoup intrigué. Parce que moi, dans mon parcours, les conférences, la possibilité de vivre en Asie et d'avoir autour de moi des entrepreneurs, c'est un des trucs qui m'a le plus boosté. Et je ne sais pas aujourd'hui exactement où est-ce que j'en serais si j'avais pas eu la possibilité de trouver des gens autour de moi. Mhm. Euh, Parle-nous un peu de la manière dont tu vas créer ces communautés. Donc, comment est-ce que tu fais pour créer ces connexions entre les gens? Ouais, je vais t'en parler. Je crois que si les communautés sont aussi importants, je parle toujours des 3 C. Quand on parle de marketing, c'est que les gens achètent nos produits, nos services pour le contenu, premier C. Ils nous achètent aussi notre coaching, deuxième C. Mais au final, ils restent dans nos programmes pour la communauté. Et la communauté, pour moi, c'est un des facteurs qui va permettre de monter ce qu'on appelle la LTV ou la lifetime value d'un client, pour faire en sorte qu'il reste dans les programmes ou qu'il devienne un client fan. Donc, c'est pour ça que la communauté, pour moi, c'est important pour conserver les clients, mais aussi pour en trouver. La façon dont je gère mes communautés, essentiellement, en fait, les communautés, elles sont là depuis la nuit des temps, en fait. Aujourd'hui, moi, je gère mes communautés via des groupes Facebook. J'ai des clients qui les gèrent puisque quand ils sont en B2B sur LinkedIn, par exemple. Et puis à l'époque où il n'y avait pas ça, il y avait les forums. Donc ça fait longtemps que tu es dans le business web, Stan, donc tu as forcément été sur des forums. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toi, avec les insiders, tu accompagnes tes clients aussi via un forum, j'imagine. Donc Ouais. voilà. Donc du coup, si tu veux, la notion de communauté, elle est présente depuis la nuit des temps. Et surtout, c'est un besoin qui aujourd'hui est de plus en plus important. On dit souvent que Internet, même si je parle de l'exemple de Facebook, vise à rassembler les gens. Et en vrai, elle a plus tendance à les séparer, puisqu'on a l'impression d'être connecté, mais en fait, on n'est pas connecté. L'être humain a besoin de contact. Donc, la meilleure façon dont on peut le faire aujourd'hui, enfin, je le fais moi via les groupes Facebook, et surtout, en fait, j'extrais mes communautés en présentiel. J'étais hier justement chez Facebook à Paris pour discuter de ça. Et Zuckerberg, la mission de Facebook a changé il y a quelques mois. À l'époque, c'était connecting people, donc rassembler les gens. Maintenant, c'est connecting communities together, donc c'est rassembler les communautés ensemble. Donc, si Facebook déjà prend ce parti pris, je pense que nous, en tant que marketeurs web, on a vraiment intérêt à intégrer cette notion de communauté dans notre façon de gérer le business. Donc voilà, je gère ça via des groupes et surtout, eh bien, effectivement, après, ces communautés, je les rassemble en présentiel, en live, en one-to-one, en groupe. Et c'est vraiment là où mon cœur d'activité se situe. Donc le business model, si on résume, et tu me corrigeras si je simplifie trop, c'est que tu as un groupe Facebook de base qui est gratuit, qui te sert notamment à te faire connaître, à attirer des prospects. Et ensuite, tu vas avoir des événements présentiels qui sont dans 2 catégories. Tu as le système de mastermind et puis tu as le système un peu plus de formation directement en présentiel, auquel cas il faut évidemment payer pour pouvoir le rejoindre. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, exactement. Le groupe, c'est comme... c'est une façon de montrer à la fois mon expertise, l'autorité sur le sujet. C'est aussi une façon de commencer à connecter les gens ensemble. Et puis après, derrière, lorsque donc les gens arrivent pour du contenu, hein, c'est ce que je disais, puis après, ils ont besoin d'accompagnement, donc de coaching. Et c'est à ce moment-là, finalement, où ils rentrent enfin, où ils accèdent à mes services, si tu veux. Et puis, à un moment, en fait, ils ont mon coaching, ils ont les résultats, ils ont le contenu, mais ils restent, en fait, pour la communauté, pour continuer justement à développer
leur business d'année en année, en fait. Donc, si on parle de la partie gratuite, de la manière dont tu vas acquérir des gens, est-ce qu'aujourd'hui, tu produis du contenu particulièrement pour attirer les gens en dehors du groupe Facebook ou est-ce que tout est dans le groupe? Aujourd'hui, tout est dans le groupe. Alors, c'est un groupe qui est effectivement gratuit, comme tu le mentionnais. Après, c'est pas. Tu peux donner le nom du groupe Oh, parce que j'ai oublié de te poser la question tout à ouais, l'heure. ouais, bien sûr, bien sûr. Le Ouais, groupe s'appelle Tunnel de vente. ouais. Pourquoi il s'appelle tunnel de vente? C'est qu'à l'époque, en 2014, j'ai automatisé un business en ligne via les tunnels de vente et ce mot-là n'était pas encore très très connu en francophonie. J'ai rassemblé dans ce groupe Facebook une quarantaine de potes et amis entrepreneurs juste pour expliquer finalement ce que j'avais fait sur mon précédent business. Et de fil en aiguille, en fait, ce groupe il a grossi via le bouche à oreille et puis via le contenu qui était partagé dedans, si tu veux, il a grossi un peu de manière organique. Et Il y a combien de personnes aujourd'hui dans le groupe? on doit être 1450, quelque chose comme ça. Hmm. Et ce groupe, comme je dis, tu disais, ouais, il est gratuit, c'est vrai qu'il est gratuit, mais en vrai, il est pas ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que je veille à ce que dans ce groupe-là, il y ait vraiment des personnes que je peux aider, tout simplement pour garder, encore une fois, un niveau de communauté qui permet des échanges fructueux entre les membres. C'est le problème des communautés notamment parce que il y a un peu une dynamique et j'avais lu des articles intéressants là-dessus, par exemple, qui parlaient, tu vois, des sous-communautés comme le mouvement punk, etc. Qu'au fil du temps, à partir du moment où le mouvement il rencontre un certain succès, il va avoir tendance à attirer de plus en plus de gens qui sont au final entre guillemets parasites ou qui contribuent pas ou qui essayent d'exploiter le truc pour leur propre gain et donc du coup il est victime de son propre succès et finit par se disloquer et que pour maintenir une communauté ou un mouvement sur le long terme, peut-être que ça demande d'avoir quelqu'un qui filtre ou d'avoir un certain leadership ou d'avoir un système qui permet tu vois, que le groupe soit pas victime de son succès. Et t'imagines, tu vois, notamment sur un groupe qui va rassembler des gens qui font du business en ligne. Tu peux très rapidement te retrouver dans un groupe où tu as un mec qui fait du business en ligne et 99 mecs qui veulent des questions sur comment gagner de l'argent facile, tu vois. Et tu peux assez facilement voir comment un groupe de ce type-là, qui a du succès et qui attire les bonnes personnes, peut facilement dégénérer. Je suis donc curieux comment toi tu fais sur la plateforme Facebook, qui n'est pas celle où tu as le plus de contrôle a priori. Comment est-ce que tu fais pour garder la qualité de ce groupe? Ce groupe, tu l'as depuis du coup 2014. Comment est-ce que tu fais pour que ça ne dégénère pas à l'intérieur? Ouais, c'est une bonne question. D'une part, je crois qu'il faut connaître son avatar client sur le bout des doigts, en fait. Donc, de savoir exactement qui tu aides, comment tu les aides et si tu peux les aider. Donc, par exemple, tu vois, dans les business, aujourd'hui, moi, les personnes que j'accompagne, ce sont surtout je qualifierais d'entrepreneurs dans un premier temps, mais surtout, ce sont des experts, des personnes qui ont un vrai savoir-faire reconnu et qui, aujourd'hui, je les aide moi à digitaliser leur savoir et à les vendre et à le vendre sur Internet. J'ai des personnes, par exemple, le e-commerce, ce sont des business owners, enfin des entrepreneurs que je pourrais aider, mais que je ne suis pas dans mon cœur de cible, si tu veux. Donc, si tu veux, sur Facebook, tu as, et notamment dans les groupes, des fonctionnalités qui permettent de filtrer à l'entrée via des questions lorsque tu souhaites rejoindre un groupe, qui permet, si tu veux, de savoir si la personne elle va s'épanouir dans le groupe ou non. Et quand une personne ne correspond pas à certains critères, nous on a une liste de 10 critères pour savoir si la personne rentre dans le groupe. Eh bien, si elle peut pas rentrer dedans, on lui dit tout simplement que c'est pas pour elle et c'est complètement ok. Et puis, par contre, si une personne est vraiment le groupe lui correspond, eh bien, on l'accueille bien volontiers. Est-ce que tu peux nous partager les questions que tu utilises et pourquoi est-ce que ces questions sont là? Ou peut-être certaines des questions, pas forcément toutes. Il y a 3 questions. Je crois que la première question elle est toute bête, c'est je me demande comment ça va. Première question, quelqu'un qui ne prend pas le temps tout bêtement de répondre aux questions, c'est quelqu'un qui rentre pas. Si tu veux, c'est comme les fraternités. Lorsque tu veux rentrer dans une fraternité, tu es obligé de répondre à des questions, à avoir certains critères. Ce qui fait que lorsque, de base, tu réponds à ces questions-là, eh bien, tu as tendance à respecter les valeurs du groupe derrière, quand tu rentres dedans. Dans un groupe Facebook, c'est un petit peu pareil. Donc, la première question, c'est juste comment ça va. Il y a un deuxième critère, c'est tout bête, mais c'est est-ce que l'orthographe est correcte? Ça peut paraître bête, mais et je fais des fautes d'orthographe, j'en fais un paquet, mais la façon dont quelqu'un va s'exprimer de base me dit ok, il y a de fortes chances que derrière je puisse aussi l'aider à l'accompagner dans le groupe. Il y a une des questions qui est sur pourquoi en fait il veut rejoindre le groupe, tout simplement. Et à partir de là, on peut savoir si le groupe va l'aider. Et puis enfin, je demande toujours c'est quoi ton challenge en fait. C'est quoi ton challenge autour du business en ligne. Et souvent c'est cette question-là cette réponse la réponse à cette question qui permet de savoir si derrière le groupe va pouvoir l'aider.
Est-ce que tu filtres les gens selon leur niveau d'avancement dans leur business? Pas forcément, mais en général, par exemple, s'ils ont déjà un site web, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que dans ma communauté ou même les entrepreneurs que j'accompagne, ce ne sont pas des débutants. Tu vois, ce ne sont pas des personnes qui se disent, tiens, il y a l'opportunité Internet de faire du business, je saute dessus. Ce sont des personnes qui ont déjà essayé des choses, qui ont déjà vendu en ligne. Je suis vraiment là pour les aider à scaler, en fait. Donc, il y a des indices tout bêtes, hein, mais si quelqu'un me partage l'entrée de son funnel dans les questions, bah, je sais qu'ok, c'est quelqu'un qui est déjà mûr, si tu veux, tu vois. Hmm. Euh, voilà. Après, maintenant, ces critères-là, moi, j'ai une assistante voilà, qui a le process et qui fait rentrer les gens dans le groupe. Mais du coup, je suis quasiment sûr d'avoir que des personnes avec qui je peux travailler et avec qui la communauté surtout va pouvoir grandir de manière sereine. Mais du coup, tu n'as pas cette pression interne psychologique de dire j'ai envie d'avoir le maximum de monde et j'ai envie d'avoir le plus gros Non. chiffre en entrée? Ah non, je suis plus sur la qualité que sur la quantité Hmm. dans tous les cas. Et même, bon, après, il y a différentes approches, hein. Là, aujourd'hui, moi, je suis sur un marché de niche, si tu veux, où j'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de clients pour que mon entreprise fonctionne bien. Euh, Tu as dans d'autres secteurs d'activité où tu as peut-être des produits que tu vends à quelques dizaines d'euros, par exemple, sur lequel tu as besoin d'avoir de la masse pour pouvoir dégager un chiffre d'affaires important. Donc, pour moi, c'est pas un problème, sachant que je suis très fan de Kevin Kelly, qui a une approche qu'il appelle le 1000 True Fans, donc 1000 vrais fans. Et il y a un blog super intéressant, un article de blog super intéressant sur le sujet où il dit que voilà, un artiste ou un expert ou n'importe quelle personne, à partir du moment où elle a 1000 personnes vraiment fans de son travail, ces personnes-là vont acheter tous ses produits ou ses services. Et je me base beaucoup sur alors, sur le groupe, on est 1450 maintenant, donc on est plus de 1000 fans. Mais il y a des personnes qui sont dedans, ce sont des gens avec qui j'ai déjà interagi. Il y en a un grand paquet que je connais personnellement. Donc c'est une approche, on va dire, minimaliste, mais qui aujourd'hui me permet vraiment d'accompagner sur le long terme les clients. Si tu veux, j'ai pas une vision juste de vendre une formation, je suis là pour les accompagner sur plusieurs années. Et ça, on peut pas le faire avec énormément de monde non plus. Ceci étant dit, ta question, elle est intéressante et je pense que ça dépend du business model qu'on a derrière. Est-ce qu'on fait un petit groupe ou un grand groupe? Je pense que ça dépend aussi, c'est peut-être une question de repositionner ta mentalité parce que la manière dont je vois le groupe Facebook se placer dans ton business model, c'est une forme d'entrée de tunnel, tu vois. Et Ouais. quand tu es dans une entrée de tunnel, la stratégie habituelle, c'est de faire rentrer un maximum de monde. Sur ma liste email, je veux faire rentrer un maximum de monde. À la limite, il y a des gens qui sont pas ultra qualifiés pour ça. C'est pas très grave parce que ça mange pas de pain et ils vont pas aller nuire à l'expérience des autres gens. Tu vois, si je fais rentrer 1000 personnes, mais la moitié sont pas super qualifiés, ben voilà, je vais rentrer 500 bons prospects. Tu vois, du coup, je me préoccupe pas et du coup, je vais chercher à faire grossir ce nombre de prospects qui rentrent en entrée de tunnel. Mais si tu es dans ce double truc où à la fois ton tunnel, c'est à la fois aussi ta communauté, forcément, tu dois filtrer. Mais du coup, cet instinct qui est de dire, ah, ok, si on veut driver, en gros, parce que la manière dont tu vas faire ce levier-là, c'est tu veux driver plus de chiffres d'affaires. En règle générale, tu essayes de driver plus de leads en entrée. Ou alors, tu lances des nouveaux produits, ou alors tu essayes d'augmenter ton taux de conversion. Mais globalement, le levier qui va être le plus simple à activer, tu essaies de faire rentrer en entrée du tunnel. Et toi, n'ayant pas de contenu particulier que tu essayes de promouvoir à droite à gauche et ayant justement ce filtre des gens que tu fais rentrer, on dirait que tu n'essayes pas de maximiser le nombre de personnes qui entrent. Du coup, comment est-ce que tu réfléchis à ces chiffres en termes de business ou où est ton levier? Tu vois, si tu voulais, par exemple, l'année prochaine, je sais pas, doubler ton business, par exemple, ce serait quoi le levier pour toi qui te permettrait d'en arriver là? Bah, si tu veux, dans les business, tu as toujours le trafic et la conversion. Donc clairement, moi, je suis de l'école de la conversion. À partir de peu de trafic, de dégager une valeur par client euh, conséquente. Maintenant, il y a aussi le côté temporel, c'est-à-dire que dans les premières phases de développement d'un business, euh, il y a énormément de choses à construire. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure des événements que j'organise, ce genre de choses, euh, lorsqu'on souhaite scaler, il faut mieux servir d'abord ses clients de la meilleure façon qui soit pour créer les structures et les systèmes qui permettent après d'accueillir beaucoup plus de monde. Donc, dans la phase de développement de business, aujourd'hui, ce groupe est parfait et ça continue de croître. Alors, certes, pas comme une mailing list, par exemple,
Ceci étant dit, ça m'a permis de créer toute ma structure de conversion de produits d'accompagnement au départ, et qui aujourd'hui est en mesure d'accueillir beaucoup plus de monde. Donc, dans le développement du business, ce groupe-là est une porte d'entrée, mais comme par exemple ce que tu fais via ta chaîne, via ton podcast et via ta liste email, c'est quelque chose qui sera ajouté ultérieurement avant le groupe Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, donc tu auras quelque chose qui sera encore plus entrée du tunnel que l'entrée du tunnel, Ouais, qui se trouve en exactement. haut Ouais, et qui s'adresse à tout le monde. Mettons, je sais pas, du exactement. contenu gratuit, d'accord. Et du coup, le contenu gratuit peut toucher beaucoup plus de monde, rediriger les bonnes personnes vers Le groupe. vers le groupe. Ok. Tu sais, on parle Ah, souvent dans les fondamentaux business, tu as effectivement l'acquisition de leads et puis tu as aussi ce qu'on appelle l'entretien de la relation avec ces leads-là. Avoir un groupe ou d'avoir un pôle comme ça où tu entretiens la relation au jour le jour, en fait, c'est magique. Il y a beaucoup de personnes qui effectivement vont acquérir du lead et qui derrière vont pas forcément entretenir la relation, tu vois, au jour le jour avant ouais. de faire la vente. Donc, c'est juste un des leviers, si tu veux, du développement du business, qui est la relation avec ses prospects. Justement, à ce sujet-là, une des choses avec lesquelles on a pas mal expérimenté dans notre propre forum Marketing Mania Insider cette année, c'est quel contenu est-ce qu'on va publier dans le forum? Parce que essentiellement, l'idée, si tu veux, du forum, c'est d'avoir une communauté qui va être florissante, où les gens vont s'entraider, etc. Évidemment, moi, je réponds à toutes les questions. Mais la question, c'est quel contenu est-ce qu'on va publier? Non seulement pour publier du contenu qui est intéressant pour les gens, mais aussi pour inciter les gens à faire ces échanges et avoir une communauté qui va être voilà, plus productive et qui va s'entraider. Toi, quel type de contenu est-ce que tu publies dans le groupe et comment est-ce que tu réfléchis à cet objectif-là? Dans le groupe, je vais être sur des contenus, on va dire, inspirationnels. Alors déjà, j'ai publié beaucoup de contenu. Maintenant, au départ, pour lancer la machine, maintenant, ce groupe est auto-alimenté par les membres. Tu vois, là, on enregistre ce podcast en décembre. Là, aujourd'hui, il y a un post qui est publié par jour tout le mois de décembre pour le calendrier de l'Avent. Et ces posts-là sont faits par les membres. Donc, si tu veux, aujourd'hui, le contenu n'est plus de moi ou très peu de moi. Par rapport à ta question, les contenus sur le groupe sont des contenus inspirationnels, juste des contenus qui montrent que oui, c'est possible de réussir. Par exemple, dans le groupe, j'ai un contenu qui s'appelle le post champagne. Post champagne, c'est simplement pour célébrer une des victoires d'un des membres du groupe. Je reçois un message privé d'un succès, que ce soit une première vente, ça peut être un succès, ou que ce soit des centaines de milliers d'euros générés via un lancement, c'est un succès aussi. Et juste le fait de faire ce poste-là, de mettre en avant un membre, d'une part, le membre se sent ultra bien par rapport à ça, il est valorisé, mais aussi ça donne l'autorisation à tous les autres membres de se dire, OK, moi aussi je peux y arriver. Et juste de redonner comme ça le pouvoir d'agir à travers des contenus dans son groupe, bah, le pouvoir d'agir, c'est de se dire aussi, bah, OK, je peux le faire, je peux mettre en place les choses, mais je peux aussi prendre les services de Romain pour y arriver et accélérer la transformation. Donc, si tu veux, dans ces contenus-là, il y a aussi du contenu sur du comment, sur des actions à mettre en place, ce genre de choses. Mais généralement, tous les call to action, si tu veux, pour moi, dans ces contenus-là, comme n'importe quel contenu qu'on pourrait faire, c'est de travailler avec moi et avec le groupe d'entrepreneurs que j'accompagne à l'année. Donc, voilà pour ces contenus-là. Après, dans des groupes, tu as des contenus texte, tu as des contenus, tu as des sondages, tu as des vidéos, des lives. Hier, j'ai encore fait un live. C'est vraiment, je pense, propre à chaque leader de communauté de publier le contenu qui lui correspond et qui correspond à sa communauté. Pour moi, le live, c'est vraiment le format que j'ai commencé directement sur la communauté et qui a le plus de succès. Là, je suis en train de réfléchir sérieusement à augmenter la fréquence des lives dans le groupe parce que je le faisais de manière mensuelle. Mais dernièrement, les lives, en fait, comme je réponds aux questions des gens, ils sont devenus monstrueux. Ils en finissent pas parce qu'il y a tellement de noms, il y a tellement de questions qu'au final, ça devient gros. Donc, je me dis, je vais en faire plus. Mais du coup, ça veut dire aussi que les gens sont là et interagissent. Et tu vois que ça soude vraiment la communauté. Et ça me donne aussi un peu l'impression d'avoir ma petite plateforme personnelle, notamment, tu vois, pour partager un peu ce qui s'est passé dans la communauté récemment. Mais au départ, j'avais une grosse influence dessus. Et puis maintenant, les gens postent beaucoup. Et donc, en fait, je suis presque un membre comme un autre et je poste pas tant que ça. Et du coup, parfois, j'observe un peu des tendances parmi la communauté. Et récemment, j'avais découvert un peu cette tendance que les gens avaient tendance à beaucoup à se comparer aux gens, notamment.
par rapport à ce podcast. J'avais eu sur le podcast différents invités et les gens se disaient ah tiens regarde tel mec, il a fait tel truc et ça a marché vachement plus vite. Et je me demande si en comparant à ça, tu vois, j'ai pas tort. Et il y avait un peu cette espèce de truc qui se propageait dans la communauté où je sentais que les gens se sentaient frustrés, tu vois, de se comparer notamment aux gens que j'ai sur mon podcast, qui sont évidemment un échantillon hautement faussé de ce que tu peux attendre, puisque les gens que j'invite sur le podcast, je les invite parce qu'ils ont un truc intéressant à partager, donc ils sont déjà présélectionnés, et en plus, je leur parle que de ce qui a marché pour eux ou des éléments qui sont intéressants. Oui, Et je leur parle pas forcément de tous les trucs qu'ils ont fait qui c'est n'étaient pas galère. super intéressants. Et voilà, tu vois. Parce que sinon, ça ferait pas un super podcast. Tu vois. Le but, c'est pas de faire le CV du mec et de savoir, ah, tiens, j'ai fait un site sur la cuisine, ça a pas marché, tu vois. C'était de comprendre un peu, Ouais. d'aller au centre du truc et de voir un peu les succès de ce qu'on pouvait en tirer. Et donc, tu vois, j'avais mon live comme ça et je pouvais interagir avec eux pour leur parler de ça. Donc, ça a bien fonctionné. Et un autre truc que j'ai testé récemment, c'est des types de contenus un peu plus du derrière des coulisses. Et ça donne aussi des bons résultats parce que la manière dont nous on travaille, je sais que les gens sont curieux, par exemple, tu vois, de la manière dont je vais écrire une vidéo. Et c'est un contenu, honnêtement, si je le publiais de manière publique, c'est un peu trop pointu. Enfin, tu vois, comment j'écris une vidéo, le processus entier de planification, d'écriture, de relecture, etc. C'est un contenu qui est un peu trop pointu pour être publié comme ça et ça serait pas un grand succès. Mais j'ai remarqué que dans le groupe, les gens sont curieux de rentrer là-dedans. Et pareil, ça leur donne aussi la possibilité de partager et de pouvoir dire ah tiens, ok, tu fais comme ça, tu pourrais faire ci, tu pourrais utiliser tel prompteur, tu pourrais. Moi personnellement, je scripte pas mes vidéos, donc les gens vont un peu interagir. Et, euh, et c'est intéressant de voir à quel point ton rôle, toi, change. Parce que moi, avant de créer ça, j'étais beaucoup dans un rôle de créateur où j'étais un peu le centre du truc. Quand tu crées une chaîne YouTube, c'est un peu la chaîne YouTube se construit autour de toi, mais tu es vraiment la personne au centre. Et en fait, la communauté, si la communauté, elle tourne autour de Stan Leloup, c'est une communauté qui marche pas, c'est une communauté qui est dysfonctionnelle et c'est juste un espèce de haut-parleur bizarre. Alors qu'au contraire, il faut trouver un moyen de créer du contenu pour enclencher le truc et pour l'animer, pour que les gens se sentent accompagnés et sentent que tu es là. Et en même temps, leur montrer que en fait, l'important, c'est les interactions que eux ont. Et au final, les moments où je suis le plus heureux dans la communauté, c'est quand quelqu'un pose une question, qu'il y a déjà 10 réponses au moment où je me connecte sur le forum, que les personnes ont tout traité. Et à la limite, j'ai presque plus rien à dire, quoi. Bah oui, exactement. Ouais. Après, tu vois, par rapport à ce que tu dis, ta communauté, tu disais autour de Stan Leloup, oui, après, ta communauté, elle est là aussi pour tes valeurs, tu vois. Donc, si elles rentrent dedans, c'est aussi parce qu'elles ont envie de te ressembler. Il y a des choses qui les inspirent chez toi. Et en général, quand on parle de ce principe-là, on a quand même des gens avec qui on bosse et c'est cool de bosser avec eux, quoi. Ouais, mais je serais intéressé d'ailleurs de parler de cette idée de valeur-là, notamment parce que j'avais une conversation très intéressante sur le podcast avec un mec qui s'appelle Léo, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Les Philogines, et qui fait du coaching dans le domaine de la séduction, mais qui a une chaîne YouTube qui est vraiment centrée sur certaines idées clivantes. Et la conversation que j'avais avec lui, c'est est-ce que pour créer une communauté, tu as besoin d'avoir un côté nous contre le monde? Tu as besoin de créer une vraie barrière, ou pas forcément une vraie barrière dans le négatif, mais tu as vraiment besoin de créer un vrai phare, un vrai élément autour duquel les gens vont se rassembler, et qui est du coup Ouais. le côté inverse de cette pièce-là, que c'est un peu exclusionnaire, tu vois. Et je sens que les gens, effectivement, dans ma communauté, vont se rassembler autour de certaines idées, de certaines valeurs qui sont celles que moi j'ai présentées au départ, ce qui évidemment est ce qui les a attirés là. Et la communauté fonctionne dans le sens où c'est différent du reste du monde, quoi. Et plus elle va pouvoir avoir ses propres idées et pouvoir développer sa propre cohésion interne, plus elle va être forte. Et notamment, ce qui est drôle dans ma communauté en particulier, comme c'est lié à mes formations, c'est qu'il y a aussi tout un vocabulaire qui fait référence à des éléments des formations. Et au final, tu prends ces conversations et tu les sors de la communauté. Il y a plein de C'est trucs qui n'ont ça. pas de sens parce que ça fait directement référence à la formation que tout le monde a suivi. Donc, il y a un peu un socle commun de culture. Et Ouais, bien sûr. dans ton cas, je serais intéressé de comprendre quelles sont les idées ou les croyances autour de laquelle la communauté tunnel de vente va se rassembler. Euh, En vrai, dans ces notions de communauté, tu as le pilier d'avoir un objectif commun. Toutes les communautés en fait qui ont un objectif commun, c'est un petit peu le fuel, c'est un petit peu l'élément directeur, le pourquoi important. C'est lié aux valeurs, c'est lié
ces choses-là. Le pourquoi du groupe tunnel de vente, c'est tu arrives avec ton savoir et tu automatises ton business. Tu vois, c'est vraiment ça l'objectif de tous les membres. Après, tu as des valeurs qui en découlent, qui sont des valeurs de contribution. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires des membres de cette communauté est important et c'est simplement la conséquence de la valeur qu'ils apportent à leurs clients via leur expertise. Donc, si tu veux, c'est pas l'argent qui va les guider dans un premier temps, c'est surtout contribuer à l'impact et l'argent est une conséquence. Et une communauté aussi, elle se crée autour d'un leader. Aujourd'hui, tu as pas mal de personnes qui vont créer des groupes, mais la personne qui le crée, si tu veux, ne prend pas la démarche de leader ou de se positionner en tant que leader, en tant que phare, comme tu le dis, pour supporter cette vision. Donc, si tu veux, moi, cette vision d'automatisation, je la vis au jour le jour, j'en parle. Et d'ailleurs, cette communauté, elle a été créée autour à la base des tunnels de vente et de l'automatisation. Donc, c'est toujours le cas quand les gens rentrent. Et après, effectivement, eh bien, c'est d'avoir un ennemi commun, par exemple, ce genre de choses, sur lequel, bien, on va pas forcément taper dessus, mais il y a d'autres approches, par exemple, dans le marketing Internet, sur lequel, eh bien, des fois, par exemple, moi, je fais très peu de lifestyle autour d'ailleurs, j'ai vu une de tes vidéos au bord de la piscine, tu m'as tellement fait marrer en disant que tu bossais pas tu bossais 5 heures par jour au bord de la piscine, sinon tu peux pas bosser. Enfin, moi, j'adhère énormément à ce que tu as dit là, donc forcément, moi, ça m'a parlé. Je me dis, ok, attends, c'est cool de voir Stan parler de ça parce que pareil, moi, je suis là, tu vois, je suis à Paris, je suis dans un espace et tu vois, je suis pas au bord de la piscine, j'aime bien y aller de temps en temps, mais sinon je peux pas bosser. Donc effectivement, il y a d'autres marketeurs qui utilisent ce marketing-là et c'est très bien pour eux si ça correspond à leur vision. Donc voilà, en affichant clairement ces valeurs dans une communauté, eh bien, on a tendance à repousser ce qu'on ne peut pas avoir dans la communauté et travailler avec eux. Puis on a tendance au contraire à attirer les bonnes personnes. Donc c'est ça qui est assez magique, c'est vraiment un aimant. Pour rester sur le groupe Facebook, peut-être avec une dernière question à ce sujet, je suis intéressé de savoir en quoi la plateforme Facebook elle-même affecte la communauté et si la manière dont les groupes fonctionnent et sont mis en avant a changé au fil du temps et est-ce que ça a affecté la manière dont la communauté fonctionne? Bah, si tu veux, quand j'ai lancé le groupe, ça existe depuis quand même, je crois, 2010 ou 2011. Mais quand j'ai lancé le groupe Facebook, il y en avait très très peu géré de manière professionnelle, si tu veux. C'était un petit peu le truc des petites annonces ou le dépotoir à plainte, par exemple, tu vois. Et quand j'ai lancé ça, en fait, si tu veux, je me suis dit, je sais pas, quand je te partageais tout à l'heure que la vision de Facebook a changé ou a été modifiée il y a début de l'année 2018, que maintenant leur but c'est de rassembler des communautés. Si tu veux, Facebook met le paquet dessus en fait sur les communautés. Et pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est que les gens restent dans le réseau social. Aujourd'hui, le reach des pages a énormément baissé parce que si tu veux, un clic d'un fan a beaucoup moins de valeur que quelqu'un qui est intégré dans un groupe de par tout ce qu'on a expliqué en fait tout à l'heure. Donc pour Facebook, en fait, mettre le focus sur les groupes est beaucoup plus important. D'ailleurs, le reach des groupes est beaucoup plus important que sur les pages. Et aussi, en fait, pour leurs algos derrière, lorsqu'ils travaillent avec les annonceurs, d'avoir des audiences similaires construites via des groupes est beaucoup plus fine et beaucoup plus pertinente que via des pages, des centres d'intérêt, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de base, Facebook développe beaucoup de choses autour de ça. Et justement, j'étais hier chez Facebook à Paris et je serai en janvier à Dublin, justement pour discuter avec les équipes de Facebook de comment, justement, nous, les entrepreneurs ou des entrepreneurs qui aident des entrepreneurs, qu'est-ce qu'on cherche comme fonctionnalité, qu'est-ce qu'on cherche comme nouveauté pour gérer au mieux nos communautés. Parce que, en fait, Facebook mise énormément dessus. Donc, je ne serais pas étonné que YouTube aussi commence à vraiment se pencher sur le sujet, quoi. Ils ont ouvert récemment un onglet Community qui étrangement a surtout une fonction de pouvoir poster des statuts qui au final assez utile. Je m'en sers pas tant que ça, mais c'est au final assez utile et c'est assez pratique. Ça répond à un besoin de pouvoir communiquer avec ton audience sans faire de vidéo. Parce qu'avant, c'est la seule manière d'être dans le flux au final. Mais ils l'ont pas poussé plus que ça. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir ce qui pourrait se passer autour. Et moi, je me suis toujours posé un peu la question de s'il fallait que je fasse plus pour créer une communauté autour de la chaîne et du contenu gratuit, ce que je n'ai pas fait actuellement parce que
À mon échelle, en fait, j'ai peur de me lancer directement dans le grand bain, quoi, et que directement il y ait 5000 personnes qui rejoignent le truc et que ça soit ingérable. C'est pour ça que je me concentre pour le coup énormément sur la communauté euh, qui du coup est payante, ce qui exclut une partie des gens, mais Ouais, la c'est rend très beaucoup bien. plus simple à gérer. Euh, sur ce sujet, justement, je voulais parler de l'étape suivante et de l'étape que moi, j'ai Mhm. pas encore franchie. Et donc, du coup, je suis fasciné par l'expérience que toi, tu as eue là-dessus. Et c'est l'étape du présentiel. Donc là, on passe dans la partie où les gens payent. Parle-nous un peu des offres que tu as qui sont payantes et de ce que ça comprend pour les gens. Ok. Je vais juste te poser une question. Toi, quand tu vas dans un événement présentiel, comment tu te sens? Je vais à très peu d'événements. Celui auquel je Ok. vais le Mais quand plus, tu y vas, c'est le DC BKK, auquel je vais tous les ans. J'avais fait une vidéo récemment dessus sur la chaîne. Et j'y vais. Je connais beaucoup de monde, ce qui est assez cool parce que j'ai l'impression de retrouver beaucoup de gens que je connais. Et j'ai l'impression d'être dans un endroit où je suis assez validé dans mes croyances et dans mon système de vie. Par contre, moi, je n'ai pas une endurance qui est folle dans les événements, ce qui veut dire que je me fatigue relativement vite et je dois du coup être assez sélectif. Notamment, le DCBKK est extrêmement long maintenant. Au départ, c'était 2 jours, maintenant c'est devenu 5 jours. Et en comptant que tu commences le matin, il y a des soirées tous les soirs, quoi. Donc, première fois que j'y suis allé, tu peux vraiment sortir tous les soirs jusqu'à 3 heures du mat. Et du coup, maintenant, je suis assez sélectif dans le sens où je me dis, tiens, j'ai envie de rencontrer des gens, d'avoir des discussions avec eux, et ensuite de rentrer chez moi pas trop tard, de me poser. Tu vois, j'économise pas mal mon énergie. Mais mon expérience là-dessus est bonne, notamment parce que je retrouve pas mal de gens que je connais. Et, euh, et voilà. Et j'arrive à avoir quand même des conversations relativement profondes avec les gens et à faire des bons follow-up derrière. Mais je suis assez sélectif non seulement sur les événements auxquels je vais aller au sein de la conférence elle-même, mais aussi sur les conférences. Moi, je suis invité à beaucoup de trucs auxquels je vais pas parce que je me dis que je vais burn, tu vois, je vais burn out en ouais, 3 heures, donc c'est compliqué. ouais. Ouais, dans ce que tu dis, enfin, j'aime beaucoup cette notion de retrouver des gens avec qui je partage les mêmes valeurs et se rassembler. Et si tu veux, moi, quand j'ai commencé à avoir ce groupe Facebook, je me suis dit à un moment, c'est quoi la next step, quoi, tu vois. Et le fait de rassembler en fait mes prospects sur le groupe en devenant client via des événements que j'organise. Aujourd'hui, mon business model est essentiellement présentiel. Donc, j'accompagne mes clients en ligne, oui, mais aussi via des rencontres. Il y a deux types de rencontres. Il y a le premier type de rencontre qui sont les immersions. Donc, ce sont des immersions business où pendant 2-3 jours sur Paris, là, je rassemble un certain nombre de mes membres du groupe Facebook pour travailler sur un sujet bien particulier de leur business Internet. Je fais ça tous les 3 mois. Tu vois, donc c'est une fois par saison, 2 à 3 jours en fonction de la thématique. On va adresser la création d'offres irrésistibles, on va adresser le copywriting, les tunnels de vente, l'automatisation. Donc ça reste toujours autour du thème de la conversion, puisqu'à la base, les membres sont venus sur le groupe Facebook pour ces thématiques-là. Mais si tu veux, pourquoi je fais les événements, c'est d'une part parce que ça accélère la transformation des clients, en fait. Je pourrais délivrer le même contenu via une formation en ligne. Euh, Tu sais ce que c'est, hein, entre faire ça chez soi derrière son écran. Ceux qui le font, ils peuvent mettre plusieurs semaines, plusieurs mois. Le fait de pouvoir le packager et le faire en 2 à 3 jours, d'une part parce que je suis sur place, mais surtout parce qu'il y a un cerveau collectif de l'ensemble des participants qui sont là, qui fait que ça accélère la transformation. Les membres, quand ils viennent aux immersions, ils ont des idées, déjà, il y a une énergie de dingue, ils ont des idées de dingue tout simplement en confrontant directement à des collègues finalement qui travaillent pas dans le même secteur, pas dans la même niche, mais qui ont les mêmes aspirations et les mêmes problèmes au final. Donc, si tu veux, il y a une accélération de la transformation. C'est pour ça que je fais ces immersions-là, et puis surtout parce que c'est un kiff en fait d'être en contact avec les clients. Moi, Mm. j'adore. Euh, et voilà. À combien de personnes est-ce que tu vas prendre à chaque immersion? Bah écoute, là, on était pour la dernière à 60 personnes pendant l'immersion, sachant que je pense que je n'irai pas plus que ça, parce que bah, tout simplement après il y a la qualité de la transformation des membres. Si tu veux, à un moment, c'est pareil quand tu augmentes le chiffre, tu peux pas aller. Si tu veux, j'anime pendant 3 jours les sessions, donc il y a un moment, tu vois, quand tu as 60 personnes, c'est le grand max. Ceci étant dit, on a commencé ces immersions-là, on était 30, ça fonctionnait aussi très très bien. Donc, c'est des événements qui sont, tu vois, dans l'événementiel, ce qu'on peut faire, il y a
faire du séminaire avec des speakers, on peut faire des conférences qui sont plus de 2-3 heures, par exemple. Le format immersion, c'est vraiment de se dire, je viens avec mon cerveau et je repars avec mon truc qui est fait derrière, au contact 24 heures sur 24 des autres membres. Donc en général, tu organises ça sur un week-end? En général, c'est en semaine, ouais. Ok, en semaine. Je fais ça avec des entrepreneurs, ouais, sur Paris. Voilà, toujours au même endroit. J'ai mes petites habitudes maintenant, ça a été développé. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant parce que en vrai, l'événementiel, je vais te dire un truc. La première fois que tu le fais, tu flippes. Moi, je te le dis. Ouais. D'une part parce que bon, quand tu as ton expertise, tu sais la délivrer, mais la délivrer derrière son écran ou à l'écrire, c'est facile. Quand tu dois le faire devant des gens, tu as l'aspect logistique, tu as l'aspect, c'est plus compliqué aussi pour les gens de venir. Tu as plein de choses qui gravitent autour. Alors, la première immersion, j'avais fait organiser seul. Puis quand on a commencé à avoir beaucoup plus de monde, je me suis fait accompagner. Donc, tu vois, pour la logistique, pour l'équipe vidéo qui était là également. Donc, je crois que quand on fait ce genre de choses, il faut se lancer avant d'être prêt. Et puis une fois qu'on et puis être accompagné pour le faire, notamment pour juste en tant qu'expert si tu veux ou qu'entrepreneur, être là pour délivrer la valeur, c'est tout. Tout ce qu'il y a autour, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et puis ensuite, en fait, c'est de capitaliser sur cet événement-là, à la fois pour enseigner, mais aussi vendre d'autres programmes et d'autres services à ce moment-là, quoi, si tu veux. Donc c'est aussi un événement, c'est un moment où on enseigne, où les clients finalement repartent avec des résultats, mais aussi ont l'opportunité d'aller plus loin si tu veux avec toi. C'est quoi le format en général d'une immersion? Donc j'imagine que tu présentes quelque chose, tu as des slides? Ouais, j'ai des slides. En fait, il y a 3 temps. Tu as des temps d'enseignement où un peu à la star d'un élève d'élèves et d'un professeur, eh bien, je partage tout le contenu dont ils ont besoin par rapport à la promesse de l'événement. Par exemple, si l'événement c'est création d'une offre irrésistible, ben, je partage tout ce dont ils ont besoin via des slides, effectivement, via un booklet. Ils ont de quoi écrire aussi. Et puis les immersions sont enregistrées, donc après derrière ils ont aussi le contenu vidéo qu'ils peuvent réviser derrière. Et après, une fois à partir de ce contenu-là, il y a des sessions que j'appelle le cerveau collectif, où si tu veux par groupe de 4 ou 5 entrepreneurs, ils vont travailler sur les contenus que j'ai partagés, mais en groupe. Et c'est pas du brainstorm, c'est simplement ils sont guidés, si tu veux, via des questionnements sur comment ils peuvent mettre en place directement là, par petit groupe de 4 ou 5, les enseignements que j'ai partagés. Et en fait, ça c'est le deuxième temps. Le troisième temps, c'est des temps, on va dire, un peu zen, de rencontres, de network, autour des dîners, autour des animations qu'on peut faire aussi pendant ces 2-3 jours. Ils gardent le même groupe de 4 ou 5 tout au long de la conférence ou est-ce que c'est en rotation? Ah non, je les invite vraiment à changer parce que c'est ça la magie des immersions, c'est que comment dire, tu peux profiter du cerveau collectif. Donc si tu restes avec que les mêmes membres ou les gens que tu connais, bah c'est chouette, mais en même temps, il y a tellement de valeur que tu peux avoir des autres membres que je les invite toujours à changer. En général, moi, ce qu'on me dit quand je fais un feedback sur les immersions, c'est quoi les points d'amélioration ou les points à ne pas changer. J'aime bien itérer, tu vois, entre chaque immersion pour améliorer le processus. Et le point qui revient tout le temps, c'est le réseau des personnes qu'il y a ici. Alors, des fois, mon ego pourrait en prendre un petit coup en me disant non, c'est même pas le contenu qui était le plus important. Le plus important, c'était les relations que j'ai pu créer. Et on en revient toujours à cette notion de communauté. Est-ce qu'il y a des éléments que tu as itérés au fil du temps, justement, ou des choses que tu as changées, ou des erreurs que tu as faites dans les premières immersions que tu fais plus aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on en fait à chaque immersion. Après, plus on en fait, plus on devient exigeant, donc ça va. Une première immersion, j'avais pas de micro, j'étais pas sonorisé, par exemple. Donc 30 personnes, bon, ça va. Mais quand on a commencé à passer à 45, 60, bah, j'étais obligé d'avoir une équipe qui s'occupait de la logistique et la sonorisation. La première, j'avais pas pensé à avoir un micro, donc oui, j'avais la voix complètement défoncée à la fin de la première immersion, ce genre de choses. Où la première immersion, par exemple, le cerveau collectif n'était pas aussi structuré. Je me disais, voilà, les clients, ils vont réussir à le faire tout seul, tu vois. En fait, non, il faut de la structure. Donc, à partir de là, j'ai développé un certain nombre de questions pour les aider à avancer dans le cerveau collectif. Je crois que le plus important, en fait, qu'on parle d'événementiel ou même de programme en ligne, c'est de se dire, OK, je fais une première version, je la lance avant d'être prêt, je fournis des résultats de la meilleure façon que je peux, et après, par contre, j'itère et je demande du feedback aux membres. Moi, mon feedback, il est simple, c'est quoi le truc qu'il faut absolument garder, parce que des fois, on fait des choses, mais on peut avoir tendance à les oublier après, parce que ça paraissait normal.
Il me demandait s'il y avait un point d'amélioration, ça serait quoi. Il y a eu un moment, j'en ai fait une où on a échangé de prestataire pour la nourriture, pour les repas, et il y avait pas assez de légumes. Et c'est vrai que moi, dans ma communauté, non, mais c'est tout bête. Après, quand tu veux Ouais, fournir un non, service je vois. premium, Ouais, c'est pour intéressant. moi, c'est ultra important, tu vois, Ouais, qu'il y ait des fruits, qu'il y ait des légumes. Et bah, hop, c'est entré dans la procédure, hmm, et puis bah, tu peux être sûr que l'immersion suivante, il y avait ça, quoi. je vois. C'est quoi le tarif d'une immersion en général? C'est 2 000 € hors taxe pour Ouais, les 2 ou 3 jours, en fait. Pourquoi 2 ou 3 jours? C'est que des fois, il y a des thématiques comme l'offre irrésistible que l'on fait en 2 jours. Le copywriting, il en faut 3, par exemple. ouais. Ok. Et tu dirais que c'est quoi le pourcentage de gens qui se déplacent pour l'immersion et quel pourcentage sont déjà à Paris, à la louche? Ah, c'est vraiment à la louche. Je te dirais, j'ai des personnes qui sont venues du Mexique et du Japon quand même, hein, pour venir Ouais, à Paris. Donc, d'où euh, euh, d'où le côté fan, tu vois, de gérer des communautés, et l'envie de se retrouver. Je sais pas, je dirais 15%, 20% de Paris, hmm. quelque chose comme ça. Donc la majorité se déplace quand Ouais, ouais. J'ai beaucoup même. Hmm. de personnes de Belgique qui viennent, de Suisse, aussi du Canada dans une minorité, mais les gens se déplacent effectivement. Ouais, ouais. Intéressant. Euh, Parce que il y a une tendance intéressante de faire ces rencontres-là et de mixer ça avec une forme de retraite organisée quelque part, un peu une destination. Mhm. Comme moi, du coup, je suis pas de base à Paris, c'est ce concept-là qui m'intrigue un petit peu. J'ai des amis, notamment sur le côté anglophone, qui font ça très bien et qui arrivent à se construire une espèce de petite bulle en dehors du quotidien des gens et qui devient en soi un bénéfice, tu vois, et qui condense encore plus cet effet psychologique, cet effet de rassemblement, puisque tu es sorti de ta routine habituelle. Cette idée-là m'intrigue pas mal. Bah, je t'invite à le faire, hein, si tu veux. Moi, je fais ça avec mes clients premium. Donc là, je t'ai parlé des immersions, mais j'ai ce qu'on appelle un mastermind, le Mastermind 67, où j'accompagne Parlons-en des justement. Donc ouais, c'est le second niveau de produit. ouais, c'est le second niveau de Ouais. produit, c'est aussi le second niveau d'accompagnement et de transformation. Où là, pour les immersions, en général, avec les clients, on va les chercher à atteindre un chiffre d'affaires de 100 000 € à peu près, tu vois. Et puis à partir du moment où ils ont dépassé ce stade, ils ont les fondamentaux bien en place pour pouvoir scaler. Et scaler, on fait ça dans le Mastermind 67, qui est un groupe d'entrepreneurs que j'accompagne à l'année, tu vois, sur candidature, et sur lequel on va aussi se rencontrer 4 fois à l'année, justement plus sous ce format de retraite, puisque le nombre de personnes est plus réduit. On peut se permettre aussi d'être dans des endroits plus sympathiques, plus inspirants. Tu vois, là, on va se voir en janvier pendant 3 jours à Genève, dans un chalet à la montagne, tu vois. Mais Mm. 3 jours pendant lesquels on va vraiment bosser sur les business respectifs. Donc, on n'est plus dans de la formation pure et dure, comme ce que je peux faire dans les immersions, mais vraiment sur de l'échange de stratégie, puisque quand tu arrives dans un niveau de business, bah, comme le tien, par exemple, Stan, toi, tu as juste une idée, ça peut changer énormément de choses vu l'amplitude, l'inertie que tu as déjà, tu vois. Et Mm. c'est ce genre de choses que l'on fait dans le Mastermind 67. Donc, parlons un peu du format du mastermind. Combien de personnes est-ce que tu as dedans? Et du coup, c'est 4 rencontres par an. À chaque fois, c'est quoi, 3 jours en gros? Ouais, alors là, cette année, on est 18 dans ce Mastermind. Euh, les, dans les masterminds, tu as différentes façons de le gérer, hein. Je pense que la mienne, elle est propre à mes valeurs et ce que je souhaite faire avec mes clients. Il y a donc effectivement du présentiel. On a 4 rencontres par an, trimestrielles, c'est-à-dire que j'aime bien, moi, avoir mon business calqué sur le rythme des saisons. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel de gérer ce business de manière cyclique sur le rythme des saisons que Alors, de... explique-moi encore, parce que moi, pour le coup, le risque des saisons, je le vois pas du tout. Attends, parce que il n'y a pas de saison là où j'habite, mais parle-moi un peu Ah, de c'est quoi cette bah, réflexion sur les saisons. après, c'est ces notions de cycle. Dans le business, on a tendance des fois à voir la croissance d'un business de manière rectiligne, si tu veux. Moi, D'accord. j'aime beaucoup l'avoir de manière cyclique. C'est de se dire, OK, tu as des cycles d'un an, tu as des cycles de 3 mois, des cycles d'un mois. Par exemple, moi, Hmm. j'ai ce Mastermind 67, je le lance tous les ans. Donc, c'est un cycle d'un an en juillet. Et en fait, d'itération en itération, en fait, le groupe grossit de manière un peu naturelle. Le cycle des immersions, c'est trimestriel. Et après, j'ai des opérations, tu vois, sur mon groupe Facebook de manière mensuelle, voire même des posts que je fais dans le groupe de manière hebdomadaire et journalière, si tu veux.
c'est pas que c'est mon business en fait il est facile parce qu'il est automatisé. Je sais exactement ce que je vais faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Sauf que je le fais de manière, on va dire, plus toujours plus essaie de toucher toujours plus de personnes, d'améliorer aussi la transformation de ses clients à chaque itération et de le faire en 2 fois moins de ressources, c'est-à-dire ressources en argent, en temps, en énergie. Pourquoi je te partage ça? Parce qu'on a un peu dévié par rapport à la notion du mastermind. C'est qu'effectivement, on a des rencontres tous les 3 mois pendant lesquelles en fait, on va travailler sous forme de hot seat. Les hot seats, ce sont donc, le membre va présenter en fait son projet du moment dans les 3 mois qui arrivent, que ce soit un lancement de produit, que ce soit la délégation, le recrutement, toutes ces problématiques finalement où on a besoin d'avoir des entrepreneurs qui comprennent la situation et qui sont déjà passés par là pour pouvoir parfois juste sauter le pas, de se dire oui c'est possible, je peux le faire, mais aussi avoir les raccourcis pour le faire. Donc on se voit tous les 3 mois. Généralement c'est en France, mais tu vois j'ai des clients qui sont sur l'île Maurice, donc en avril on va tous se réunir sur l'île Maurice. J'essaie toujours de faire les rencontres là où sont les membres, tu vois, pour un petit peu goûter de la vie de chacun. Et puis entre ces rencontres, si tu veux, qui sont très stratégiques et aussi on passe du bon temps, c'est vraiment sympa. Il y a le mastermind finalement qui se déroule en ligne où moi j'ai un double rôle dans ce mastermind-là. Dans ce mastermind, d'une part, c'est la base de recruter les meilleures personnes dedans pour que les valeurs soient bien présentes, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt, si tu veux que les gens puissent se dire pendant 1 an, je peux travailler en toute confiance avec les membres qui sont présents dedans. Puis mon deuxième rôle, c'est ce rôle de marketeur. Hein. Les gens viennent pour aussi mon expertise en marketing. Donc, si tu veux, entre ces rencontres que l'on fait, moi, je suis disponible pour du consulting ou du coaching de groupe de ces membres-là pour les faire avancer sur les projets de semaine en semaine. Quand tu dis que tu es disponible, est-ce qu'il y a un cadre particulier autour de ça? Est-ce que eux, ils ont un groupe Facebook particulier? Comment ça fonctionne? Ouais, ils ont un groupe secret dans lequel ils interagissent au jour le jour. Tu vois, là, on a eu cette semaine deux teasers qui ont été faits pour leur boîte. Et bien, deux teasers vidéo, ils l'ont posté dans le groupe. Puis on a fait un retour. Du coup, tu vois, le côté marketing, quand on a la tête dans le guidon dans cette thématique, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Donc, ce genre de choses qu'on fait au jour le jour. Et après, effectivement, moi, mon application dans le mastermind, elle est très cadrée. C'est-à-dire que tous les vendredis matins, c'est consacré au mastermind. Que ce soit pour des consultings, que ce soit pour des coachings de groupe que l'on fait ensemble, parce qu'on se rassemble ensemble aussi. Ce qui fait que, si tu veux, c'est très structuré. D'une part, pour moi, la façon de le gérer. Et puis ensuite aussi pour eux, ils ont vraiment un rendez-vous hebdomadaire avec un rassemblement du groupe sur lequel ils peuvent poser leurs questions et ce genre de choses. Et quand le groupe se rassemble, ça prend place sur quelle plateforme en l'occurrence? On est sur Zoom, comme ça. Ouais. Donc tu peux faire un call Zoom, mais si tu as la version premium, tu peux avoir autant de personnes dans le groupe et c'est assez flexible en termes de qui veut parler, qui veut être muet, qui veut partager son écran. Donc, ok. Ouais. Tu dirais que il faudrait combien de personnes pour engager cette dynamique? Je réfléchis à quelqu'un, tu vois, comment est-ce que tu ferais pour monter ce business à partir de zéro si tu voulais monter un business centré sur la communauté? Est-ce que c'est possible de monter à partir de zéro centré sur la communauté ou comment est-ce que tu t'aborderais ces premières étapes, tu vois? Parce que je me dis, c'est facile de trouver une communauté de base qui est assez grande et ensuite d'en distiller, alors en l'occurrence, je sais pas, les 18 personnes, par exemple, les plus motivées qui ont plus un petit peu d'argent et qui ont beaucoup la passion du truc pour aller à l'étape suivante. Est-ce que tu penses que ça serait possible de partir directement sur une idée en se disant, moi, tiens, ce qui me fait vibrer, c'est la communauté. J'ai envie dans mon domaine de construire une communauté et de la monétiser. Comment est-ce que tu verrais cette approche-là? En partant de zéro? Ouais, si tu devais, est-ce que c'est possible, tu vois? Est-ce que ça serait une bonne idée? Parce que si une personne me disait ça, je me dirais, il faut que tu trouves une autre base. Mais du coup, comme toi, tu as commencé avec ce groupe Facebook, en tout cas sur l'aspect marketing, Ouais. je serais curieux de voir si tu as une perspective qui est différente. Donc, juste pour dire la mienne, du coup, je me dirais, tiens, je vois très bien comment trouver une audience de base, par exemple sur YouTube ou sur le podcast, qui sont les endroits où moi j'ai vraiment pu construire ces communautés, et ensuite en distiller, tu vois, faire une espèce d'appel à l'action et en distiller les personnes qui sont les plus motivées. Comment le faire dans le sens inverse, ou est-ce que c'est même possible, ou est-ce que ça serait judicieux? C'est possible de partir. Quand on est sur la communauté, on est sur du long game. On est vraiment on n'est pas sur du résultat instantané, très, très clairement.
C'est quelque chose sur lequel tu capitalises en fait au jour le jour. Par contre, après, l'effet de boule de neige, il est énorme en fait. Tu vois, le côté itératif, le côté cyclique dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, je pense que quand on veut créer une communauté, on a déjà a priori une passion pour le sujet et on a envie de rassembler. Donc, c'est de rassembler son réseau proche dans un groupe Facebook, par exemple. J'ai une cliente du mastermind qui n'utilisait pas le groupe Facebook et qui l'a utilisé pour commencer à le faire grossir. Elle a simplement contacté son réseau de partenaires, tu vois, qui avait le même avatar client. Et du coup, elle a commencé à remplir son groupe de cette manière-là. Parce qu'il faut faire attention lorsqu'on veut créer une communauté, c'est pas juste le nombre, c'est-à-dire ok, je spam un peu tout le monde. Tu as des outils comme ça, un peu black hat, qui permettent d'ajouter des gens. Mais pour moi, c'est pas la bonne façon de faire, puisque si tu as des gens qui, dans tous les cas, ne correspondent pas à tes valeurs, à ta mission et qui sont pas intéressés, c'est juste un effet. La personne se dit ok, je vais ajouter encore un énième groupe. Ça me saoule, ça me fait chier entre guillemets. Donc ça serait de contacter son réseau proche et de faire des opérations partenaires, ce genre de choses. Tu peux aussi tout à fait faire du Facebook Ads aujourd'hui, de campagne et avoir t'as une fonctionnalité notamment de live que tu peux faire et le call to action c'est vers le groupe, ce genre de choses. Donc tu as plusieurs façons d'aborder la construction de communauté. Ce qui est sûr, c'est que ça met du temps et puis une fois que c'est mis en place, en fait, c'est un super asset. Je vais donner un autre exemple d'une de mes clientes du Mastermind 67 qui elle, aide des femmes dans leur gestion de carrière, si tu veux, à passer des niveaux de carrière. Elle a pendant pas mal de temps créé une communauté sur LinkedIn. Et lorsqu'elle a sorti son offre, ça a cartonné directement, si tu veux. Parce qu'elle avait, juste en rassemblant ces personnes-là dans son groupe, eh bien, créé une vraie communauté qui était fan et qui attendait juste qu'elle sorte son offre pour l'acheter. Tu vois, c'était un truc de dingue. Maintenant, moi, je développe ma communauté aussi beaucoup via des engagements de conférences. Quand je suis invité, par exemple, dans des conférences pour parler de marketing, mon appel à l'action, c'est toujours de rejoindre le groupe. Si tu veux, c'est pas de pitcher. Je sais qu'une fois que les gens sont dans le groupe, après, derrière, ils vont devenir clients dans tous les cas. Donc, tu peux aussi organiser des événements, des meet-ups, ce genre de trucs pour commencer à faire grossir sa communauté. Ok. Romain, avant de terminer, j'ai 3 questions que je pose à tout le monde dans le podcast, que j'ai déjà dû te poser, mais je pense que tes réponses ont changé depuis la dernière fois. La première question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ok, je lui dirais, c'est le même que je donne à mes clients, ça tombe bien. Je lui dirais, crée ton offre, tout de base. Si tu n'as pas d'offre, tu n'as pas de business. Le business, c'est un échange de valeurs monétaire d'un côté et puis de transformation de l'autre. Et le moyen de faire cet échange, ce contrat, c'est une offre. Donc, je dirais, fais ton offre, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'est pas résistible. Et ensuite, cette offre-là, c'est d'aller voir en présentiel toutes les personnes qui pourraient être intéressées par cette offre-là. Moi, j'ai passé trop de temps sur Internet à imaginer mon prospect, ce qu'il voudrait, faire des sondages, des trucs, perdre un temps monstre. Et en vrai, c'est le contact humain qui te permet d'avoir le plus grand feedback. Et quand tu vois le contact humain, soit tu gagnes, parce que la personne prend l'offre, soit tu apprends. Donc, c'est ultra vertueux. Donc, ça serait ce conseil en 2 temps que je donnerais et que je ferais pour redémarrer. Deuxième question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Un livre que je recommande souvent. Le bouquin d'ailleurs je conseille de lire au Mastermind 67 dès qu'il rentre, c'est le One Thing, The One Thing. C'est un truc dont on entend souvent parler, mais qui est complètement mal interprété dans l'industrie. On pense que le One Thing, c'est la seule chose que je dois faire. En fait, le One Thing, c'est quelle est la mission. Et tu vois, ce concept d'itération dont on a parlé dans ce podcast, à la base, je l'ai compris via le One Thing. Donc le one thing, c'est quoi? Parce que la manière dont moi je l'interprète, ça serait de dire qu'il y a une chose qui est plus importante que toutes les autres, qui est le plus gros domino et qui va avoir un effet de levier qui est supérieur. Ouais, exactement. Mais on peut aller jusqu'à... ça, c'est du one thing d'action, si tu veux. Ouais. Tu as aussi le one thing dans un business, tu peux faire tellement de trucs. Et même adresser différents prospects, par exemple, moi, je dis toujours, tu vois, si tu veux vraiment cartonner et vite, c'est un type de prospect, mais ultra spécifique. Une seule offre, tu n'as pas besoin d'en faire 3 ou 4, une seule offre ultra spécifique. Un tunnel spécifique, tu vois, aujourd'hui, moi, je suis que sur le groupe Facebook, je fais ça depuis plusieurs années, alors que je pourrais faire du YouTube, je pourrais faire du podcast, je pourrais faire plein d'autres choses. Et en fait, juste, c'est comme
comme tu le dis, hein, les dominos, c'est plus t'en pousses un et un autre, mais l'idée, c'est pas de pousser plein de rangées de dominos différentes, tu vois. Je suis assez d'accord là-dessus. Une des erreurs que je vois les gens faire quand ils veulent créer du contenu, c'est de se lancer à la fois avec un blog, une chaîne YouTube, un podcast. C'est compliqué de faire tout à la fois, de le faire en parallèle et de le faire bien. Globalement, dans ce cas-là, tu ferais aussi bien de te concentrer sur un seul des trois et d'essayer de voir si tu arrives à décoller dessus. Moi, les gens oublient que pendant très longtemps, le podcast Marketing Mania était en pause parce que je me concentrais sur la chaîne YouTube. Ben oui. Et que seulement à partir du moment où j'ai commencé tellement à avoir fait de vidéos YouTube et à avoir une chaîne qui était tellement grosse et qui presque tournait toute seule, dans le sens où les anciennes vidéos reçoivent toujours beaucoup de vues, que j'ai pu mener les deux en parallèle parce que j'avais commencé à maîtriser la chaîne YouTube. Et le podcast, c'est un truc que je fais depuis des années, donc je le connais très bien. Mais tu vois que, en fait, pour moi, c'est un peu un symptôme d'un manque de stratégie. Où comme tu n'as pas de stratégie bien définie, tu ne sais pas exactement comment est-ce que tu vas toucher ton prospect, tu dis je vais tout faire, comme ça je serai couvert. Ouais. Et puis surtout, tu t'inspires de personnes qui, je pense que tu as des clients qui s'inspirent de toi et qui se disent, OK, Stan, il est sur plusieurs plateformes. Sauf que, en vrai, l'histoire, c'est que tu n'as pas commencé par plusieurs plateformes. Tu as effectivement commencé par une sur laquelle tu t'es concentré à fond, ce qui t'a permis de libérer après du temps, de l'énergie, de pouvoir recruter aussi des équipes et de libérer du temps pour aller sur les autres plateformes. Donc, effectivement, s'il y a bien un conseil autour de ça, c'est une seule plateforme sur laquelle se concentrer à fond jusqu'à temps qu'il y ait une certaine inertie. Ça tourne tout seul, entre guillemets, ou avec très peu d'action, d'entretien. Puis après, on peut aller sur les autres plateformes pour toucher encore plus de monde. Troisième question, c'est est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Ouais. Et c'est une citation qui guide vraiment mon entreprise. Elle est de Léonard de Vinci, reprise par Steve Jobs. C'est la simplicité et l'ultime sophistication. Voilà, on a tendance à overcomplexifier les choses. En fait, on revient à la notion de one thing. En fait, si on revient à la simplicité, c'est là où on a une vraie puissance. Il me semble que c'est un truc où les gens sont particulièrement susceptibles dans un domaine que tu connais bien, qui est les tunnels de vente. Dans les tunnels de vente, on voit rapidement des gens qui ont des tunnels de vente à 50 étapes, avec 12 milliards de segmentation, du retargeting, avec les flowcharts, avec des flèches dans tous les sens. Tu dis, c'est vachement impressionnant, mais il y a un moment donné où tu te dis, est-ce que ça fait vraiment une différence, tu vois? Et est-ce que la différence que ça fait sur les conversions paye la complexité supplémentaire que ça te prend et la lenteur que ça te prend? Parce que, mettons, si tu as un truc aussi complexe que ça et tu dois faire une évolution, tout d'un coup, tu risques d'introduire pas mal de bugs, de dépendances, de problèmes. Moi, je sais que j'ai eu tendance aussi, par le passé, peut-être à faire des systèmes qui étaient plus compliqués qu'ils en avaient besoin. Ouais. Et au final, on a fini par pas mal couper ces complexités-là parce que j'avais pas l'impression que ça apportait beaucoup de valeur supplémentaire, mais par contre, ça alourdissait en matière d'itération et de pouvoir modifier un peu le système qui était en dessous. Ouais, on a tous été victimes de ça, ou moi pareil, hein, sur mon ancien business, le décodeur du non-verbal. Mais bon, on apprend. Et puis, si à travers ce podcast, on peut aussi permettre à des personnes de prendre ce conseil, c'est top. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui se posent la question là-dessus, au final, le one thing, souvent sur un tunnel de vente, ça va être l'offre. Et la manière dont l'offre va répondre aux besoins du prospect et la manière dont cette offre est communiquée, donc de manière émotionnelle, de manière visuelle, que les choses soient claires, que les objections soient surmontées. Mais bien souvent, tu as plus de levier à travailler sur ton offre et à l'adéquation avec ce que recherche le prospect, plutôt qu'à trouver un nouvel outil de pop-up qui fait de la preuve sociale ou quoi que ce soit. Du coup, pour terminer, Romain, je voudrais que tu donnes aux auditeurs les liens ou les endroits où ils peuvent te retrouver et en apprendre plus sur ce que tu fais. Je vais t'en donner deux. Le premier, c'est tout simplement mon site web romaincollignon.com, Collignon avec 2 L, sur lequel vous pouvez me retrouver. Et puis, si ces notions de communauté ou ce que j'ai partagé avec vous dans ce podcast vous inspire, eh bien, tout simplement, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Tunnel de Vente. Tapez Tunnel de Vente dans la barre de recherche Facebook et vous allez très rapidement le trouver. Ce sera un plaisir de pouvoir continuer l'échange sur cette plateforme. Cool. Merci Romain d'être passé sur le podcast. Merci Stan. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour commencer cette année, d'ailleurs, je vais oublier de vous souhaiter dans mon introduction bonne année. Donc, bonne année à vous qui m'écoutez. Et je vous rappelle mon annonce du jour. Mon annonce du jour, c'est que lundi prochain, je vais rouvrir les portes du système. Le système, c'est mon programme sur 12 mois pour monter votre business en ligne qui inclut toutes mes formations,
qui vont de la construction d'audience à la création de contenu, à comment trouver une idée, comment écrire de bonnes pages de vente, comment créer et lancer votre premier produit, et même ma formation sur la productivité pour entrepreneurs. J'ai tout mis dedans. J'ai voulu en faire un package qui va vous prendre un bon moment à suivre. C'est pour ça que la formation est sur 12 mois. Et c'est pour ça que pendant 12 mois, je vous accompagne, je réponds à toutes vos questions. Et c'est aussi pour ça que pendant 12 mois, vous avez accès à mon forum privé qui s'appelle Marketing Mania Insiders, dans lequel on va échanger tous les jours sur les différentes techniques de business, sur les différents outils, sur ce qui fonctionne ou non, sur lequel vous pouvez poster vos pages, demander des retours, voir ce que les autres font, voir comment les autres progressent, être inspiré par les progrès des gens qui ont démarré au même endroit que vous et qui 6 mois plus tard ont construit une audience, ont construit un premier produit, ont commencé à gagner de l'argent avec leur site. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce programme, je ne vais pas du tout vous donner toutes les informations dans ce podcast parce que je n'ai pas le temps et ça n'est pas le sujet. En revanche, je vous propose de vous inscrire à la liste d'attente. Vous pouvez le faire en 1 minute. Vous pouvez le faire dès maintenant en allant sur marketingmania.fr/système. Il y a aussi le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Si vous l'avez sur votre agrégateur de podcast, vous pouvez cliquer dessus et ça vous amènera directement sur la page pour la liste d'attente. Une fois que vous êtes sur la liste d'attente, aucun engagement de votre part. La seule chose qui va se passer, c'est que lundi matin, je vous enverrai tous les détails sur le programme. Vous pourrez voir les détails, ce que vous avez, combien ça coûte, combien de temps ça prend, prendre une décision si ça correspond ou non à ce que vous avez envie de faire en 2019. Personnellement, je suis très excité d'avoir un nouveau groupe de personnes qui va rentrer dans le système dans les prochains jours et pouvoir vraiment passer l'année 2019 ensemble à monter des projets, à faire des trucs, à faire des progrès dans nos business et dans nos vies parce que moi, je suis très impliqué personnellement dans Insiders et j'ai des gros projets que je vais partager cette année dans Insiders avec les gens qui sont dedans. Et bien sûr, je serai content de vous voir à l'intérieur si c'est quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie de faire actuellement. Je vous redonne l'adresse une dernière fois, c'est marketingmania.fr/système. Et au cas où vous êtes curieux de la méthode, mais vous n'êtes pas sûr de vraiment vouloir vous mettre sur les listes d'attente d'un programme, vous n'êtes même pas sûr de vouloir faire un programme, vous n'êtes même pas sûr nécessairement de vouloir faire un business en ligne, j'ai publié aujourd'hui la plus longue vidéo de l'histoire de ma chaîne YouTube. C'est une vidéo qui rentre à 57 minutes. J'ai vraiment explosé tous mes records puisque ma précédente était à 30 minutes et la suivante devait être à 20 minutes maximum. Pourquoi la vidéo est aussi longue? C'est parce que j'avais besoin de faire une vidéo longue parce que je voulais expliquer l'ensemble de ma méthode étape par étape pour créer un business en ligne en 2019. Dans cette vidéo, je me mets le défi suivant. Si je devais repartir de zéro aujourd'hui, sans connaissance particulière, sans réseau, sans audience, sans argent, sans idées, sans avantage aucun par rapport à celui que vous pouvez avoir qui m'écoutez aujourd'hui, comment est-ce que je ferais? Et donc, j'ai fait une vidéo qui répond étape par étape aux conseils que je donnerais si je devais repartir de zéro aujourd'hui. La vidéo est totalement gratuite. Elle est disponible librement sur ma chaîne YouTube. Elle est accessible même sans donner votre adresse email. Donc, vous pouvez apprendre l'ensemble de la méthode étape par étape que, bien sûr, je détaille beaucoup plus en profondeur dans la formation du système. Mais vous pouvez apprendre tout ça dans une vidéo de 57 minutes qui vous détaille tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous positionner sur est-ce que ça peut être une méthode qui est intéressante pour vous ou non. La vidéo est disponible directement sur ma chaîne YouTube. Donc, vous tapez YouTube, Marketing Mania, Stan Leloup. La vidéo s'appelle Comment monter un business en ligne en 2019 en partant de zéro. Ça vous apprendra ce que vous avez besoin de savoir si vous n'êtes pas encore sûr de vouloir rentrer sur la liste d'attente pour le système. Voilà, c'est la fin de mon appel à l'action, de la fin de l'épisode. C'est la fin de l'épisode tout entier. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. J'apprécie votre soutien. Je suis content de rentrer avec vous sur l'année 2019 et on se retrouve très bientôt dans la liste d'attente du système.